Merci de rester avec nous. C'est la seconde partie de New World Forum. 8 mois après l'élection présidentielle de février 2020 au Togo, l'animation de la vie politique se trouve comme enrhumée, même au sein des partis d'opposition. Alors, s'agit-il d'une trêve due à la pandémie de la maladie à coronavirus, d'un repli stratégique ou d'une apathie défaitiste? Nous en parlons donc avec notre invité, Madi Mohamed Djabakate. Bonjour, merci de rester avec nous. Merci. Vous êtes politologue, expert électoral. Vous avez beaucoup écrit le rôle de la Cour pénale internationale en Afrique, 55 ans de vie constitutionnelle au Togo. Vous avez également publié L'autorité électorale, le proposant et j'affirme. Vous êtes en train de préparer un ouvrage qui sortira peut-être cette année ou l'année prochaine. Vous avez aussi une expérience politique. Vous avez fait quelques pas en politique. Je pourrais dire même votre mentor a tiré sa révérence cette année, Maître Yorovi Agboibo. Comment l'avez-vous connu? Qui a-t-il été pour vous? Vous savez, nous sommes de la très jeune génération, même si parfois nous donnons l'impression d'être d'une vieille génération. Et je dirais que pour tout jeune qui a grandi dans les années 90, il y a des noms qui marquent. Et je dirais, les années 90, il y avait quand même deux avocats qui donnaient envie quand même à tout jeune, même à l'école primaire, de pouvoir faire quelque chose. D'un côté, il y avait Joseph Kokou Kofigo, et de l'autre côté, bien évidemment, Maître Agboibo. Alors, Maître Agboibo, c'est d'abord une admiration d'un enfant. Et après, la découverte d'un père. Je pèse bien mes mots, je dirais la découverte d'un père, parce que la première fois que j'ai rencontré Maître Agboibo, c'était dans certaines circonstances, mais le courant est passé. Vous savez, quand vous avez la chance de fréquenter Maître Agboibo, vous apprenez à respecter tout le monde, qui qu'il soit, quel que soit son niveau. Et ça, c'est quelque chose qu'il montrait. C'est-à-dire, au même moment où Agboibo pouvait être avec un ministre de la République, la considération qu'il lui donne, il le donne à toute personne qui était de l'autre côté, qui qu'il soit. Pour lui, c'est la même attention, la même considération, la même valeur. Et je pense que j'ai beaucoup appris de cet homme. En tant que jeune, il m'a montré beaucoup de choses, il m'a coaché sur beaucoup de choses. Et à un moment, il me dit: tu es un jeune très bien, mais tu n'as pas ta place dans ce monde pourri de la politique. Il vous l'a dit, il a eu à vous le dire. Oui. Que la politique politicienne, c'est pas ce qu'il me faut. Et je pense que cela, à un moment donné, m'a amené d'ailleurs à me dire, mais si la politique politicienne est si mal que ça, pourquoi ne pas chercher à ramener les valeurs ou la vertu dans ce secteur? Et c'est comme ça que je me suis spécialisé en sciences politiques pour devenir le politologue aujourd'hui, qui, quand même, de temps en temps, et chaque fois, quand lui-même et son parti, ils déconnent, je les cogne. Après, il me dit: ah, le petit là, tu as vraiment pris à cœur ton nouveau rôle. Donc, c'est quand même un symbole pour les droits de l'homme, je dirais d'abord, parce que l'homme politique, c'est après son décès que j'ai vu beaucoup admirer l'homme politique. Mais avant tout, c'était cet homme de la société civile, ce combattant des droits de l'homme, qui est et qui reste un symbole dans l'histoire des droits de l'homme au Togo. On a beaucoup appris de lui, on a beaucoup lu sur Agboibo, mais surtout, Agboibo faisait partie de ces gens qui, à chaque fois, demandaient des avis à qui que ce soit, plus jeune ou autre. Il voulait toujours des conseils. Des fois, je dis, mais comment des conseils? Il dit, donne-moi. Donc, c'est quand même une personnalité qui, personnellement, m'a marqué. Et vous verrez d'ailleurs dans mon ouvrage Le rôle de la Cour pénale internationale en Afrique. Dès que vous prenez l'ouvrage, il y a une dédicace spéciale que j'ai adressée à Maître Agboibo. Parce qu'un jour, c'est lui qui, à la suite d'une discussion, il m'a dit, je pense que tu dois être un grand écrivain.
Je lui dis comme, il dit non, tu peux écrire. Je lui dis, ah, maître, c'est compliqué. Il dit, toi là, je sens que tu es un écrivain. Et c'est toi, tu verras. Et après, j'ai constaté que ça dormait. Il m'a dit, vous portez pratiquement le même prénom. Hein, lui, il m'a dit avec, bon, ce qui est aussi porté à des interprétations parfois. Mais pour dire encore un dernier mot sur lui, certains lui prêtent parfois des relents de tribalistes. On lui reprochait de s'entourer des gens proches de sa localité. Il est très populaire dans son milieu, le Yoto. Mais vous, vous n'êtes pas de ce milieu. Vous venez de plusieurs kilomètres de Yoto. Vous êtes de Mango. Comment a-t-il été fait que vous avez cheminé ensemble? Est-ce que vous avez vu cette prédisposition de ne travailler qu'avec des gens autour de lui? Non, vous savez, je vous donnerai un exemple très simple. Nous avons tous vu Agboibo quand il était à la primature. Tout à fait. Combien de gens de Yoto étaient dans son équipe à la primature? Il n'y en avait presque pas. Maître Agboibo, c'est quelqu'un qui aime se faire entourer des esprits brillants. Si Agboibo sent que tu es brillant, soit tu es son militant, soit tu es son ami. C'est-à-dire, s'il n'arrive pas à te prendre comme militant, alors là, il fait de toi un ami, un confident avec qui il échange assez régulièrement. Et ce n'est pas une question de... C'est vrai que Agboibo est très proche des siens. Agboibo est celui-là qui, chaque week-end, est au village, participe aux activités. Mais quand vous revenez dans le travail, je pense que vous ne verrez pas. Prenez même son cabinet. Combien de gens de Yoto sont même dans son cabinet où il avait peut-être ce droit de faire chose? Non, moi je pense que la personne, quoi qu'on dise, c'est quelqu'un qui avait le contact facile. Pour la petite histoire, je me rappelle un jour, il m'a invité chez lui. Et donc quand on est arrivé, les gens le saluaient et il y a une dame qui est venue le saluer. Et il a répondu, il dit à la dame, ça va, et les enfants, tout ça. Et vous savez, la dame dit, oh, maître, Ogbakpom Jessia. Est-ce que tu m'as reconnu? Voilà. Et il sourit et il dit, mais n'est-ce pas toi la femme de tel? La dame a commencé par fondre en larmes. Alors, après, j'ai demandé à la dame, mais pourquoi vous avez fondu en larmes? Elle me dit, non. Elle a connu Maître Agboibo il y a 10 ans de cela, quand son mari était décédé et qu'il était venu à l'enterrement. Et c'est là où elle l'a connu en réalité. Mais quelle est surprise qu'aujourd'hui, 10 ans après, elle puisse lui poser la question où elle autre se dit, il ne la connaît pas. Et lui puisse lui répondre que, mais tu n'es pas la femme de tel, assez facilement. Je pense que ça aussi, c'était l'une des qualités de Agboibo. Quand il te connaît, il te paramètre, tu es là. À tout moment, tu te dis, mais ce gars, il me connaît aussi. Donc, je pense que Agboibo aimait son couvert, mais il aimait tout bon esprit qui pouvait cheminer avec lui. Paix à son âme, m'a dit Polynia Yaovi Agboibo. Revenons donc à notre sujet. L'animation de la vie politique au Togo. Vous ne vivez pas particulièrement au Togo, vous êtes fonctionnaire international, mais vous avez un œil attentif sur votre pays, le Togo. Est-ce que vous partagez ce constat que ça va quand même à deux à l'heure en ce qui concerne la vie politique? Bon, je pense que même si on va faire des débats de sémantique et tout ça, on est conscient d'une chose, c'est que le Saint-Esprit a fait une incursion dans la vie politique au Togo. Et depuis, nous sommes tous devenus des croyants. Nous sommes tous devenus des croyants, nous attendons un miracle quelque part. Mais il y a une chose qui est certaine, la classe politique togolaise dans son ensemble de l'opposition, tout comme je demandais tout à l'heure une minute de silence en mémoire du multipartisme dans la plupart des pays africains, je pense que je suis tenté de dire qu'il faut demander maintenant 2 minutes de silence. Vraiment 2 minutes de silence en mémoire de tous ceux qui ont pris des engagements au début des années 90 pour l'alternance et pour le combat démocratique au Togo. Vous voulez dire que c'est la fin d'une classe politique? C'est la fin d'une classe politique. C'est la fin d'une classe politique. Qu'on le dise à haute voix ou pas, c'est la fin d'une classe politique. Mais je lisais une presse
pas plus tard qu'une semaine, faisant de Jean-Pierre Fabre l'espoir de la renaissance politique au Togo. Bon, au risque de choquer les militants, je dirais que la machine est enclenchée. C'est vrai que Jean-Pierre Fabre reste jeune, Jean-Pierre Fabre reste populaire, mais on est arrivé à une étape où aujourd'hui, et ce qui est dangereux dans le contexte togolais, c'est que, et là je suis d'accord avec Tikpi Salifou Achadam, même si je ne suis pas d'accord avec lui sur la façon dont il pense qu'on peut créer l'alternance, là où je suis d'accord avec lui, avec le scrutin 2020, on a compris que les élections ne sont pas la solution au Togo. Et justement, avec ça, vous avez maintenant ceux qui aspirent à l'alternance, ils penchent maintenant vers ceux qui proposent des moyens plus radicaux de lutte. Je ne vois pas Jean-Pierre Fabre proposer un autre moyen que celui de l'alternance par la voie des urnes. Je ne vois pas tous les autres de l'opposition depuis les 3 dernières décennies proposer un autre moyen. Même mon bien-aimé Feu Maître Agboibo a toujours été un chantre des élections. Alors qu'aujourd'hui, en fermant cette porte, parce qu'on a utilisé des opposants face au système, après maintenant, le summum a été de prendre, je vais dire, un repris du système pour mettre face au système et de voir ce que ça va donner. Ça aboutit au même résultat. On pourra revenir après sur qu'est-ce qu'on peut reprocher à tous ces acteurs de l'opposition dans ce jeu, mais il faut juste comprendre que tout est verrouillé par le système en place. Le système en place, c'est que je dis le plus souvent que personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Vous ne pouvez pas être d'accord pour aller à un scrutin et après vous plaindre que les conditions d'organisation du scrutin n'étaient pas équitables. Soit vous le savez et vous n'y allez pas, soit vous ne le savez pas et vous n'avez pas besoin de venir étaler votre ignorance pour vous justifier. Donc, aujourd'hui, on est dans un contexte où on doit aller à une mutation parce que la génération précédente, elle était convaincue que les élections sont la solution. Et moi-même, je reste convaincu que les élections sont la solution. Mais cette génération n'a plus de voix vers ces militants qui aspirent à l'alternance. Il faut voir juste comment est-ce que les choses se sont faites pour que Monseigneur Poduro s'immisce dans la vie politique au point de finir par désigner un candidat. Et je dis, même quoi qu'on puisse dire au sujet de ce scrutin, au passage, je salue le procureur de la République, puisque c'est lui qui demande aux gens de ne pas parler du scrutin et de tout ce qui s'y apparente. Ceux qui sont mis en cause. Bon, peut-être que je serai le prochain mis en cause, on ne sait jamais, mais je suis là. Donc, c'est-à-dire, Agbeome Kodjo, même quand vous tenez compte des résultats rafistolés livrés par la Cour constitutionnelle, Agbeome Kodjo reste en face de l'opposition classique. Le premier dans le groupe des opposants. Voilà, le premier dans le groupe des opposants. 19%. Voilà. Le premier dans le groupe des opposants. Et au même moment, il revendique être le premier de tout le scrutin. Mais une chose est certaine, nul ne voyait Agbeome à cette position. En tout cas, tous ceux qui sont allés à ce scrutin contre Agbeome, nul ne le voyait en cette position. Mais en réalité, il y a l'aura de Monseigneur Poduro qui a joué, même s'il n'était pas politique. Monseigneur Poduro représente quand même une mémoire institutionnelle et surtout le rôle qui a été le sien avec la conférence nationale à l'époque. Monseigneur Poduro représente ce que les Togolais cherchent le plus souvent, cette personne qu'on ne peut pas dire qu'il a des antécédents entachés politiquement, qu'il a pris l'argent. Donc, le soutien de Monseigneur Poduro à Agbeome a donné quelque chose. Mais il faut dire aussi que d'autres candidats ont soutenu Agbeome. Donc, les 19% ne peuvent pas être totalement reversables dans la corbeille du Saint-Esprit. Est-ce que ces candidats qui ont soutenu Agbeome, mais ils sont dans la dynamique du Saint-Esprit? Ce n'est pas qu'ils ont soutenu Agbeome parce que c'était leur premier choix. Oui, mais il y avait des partis politiques autour de lui. C'est pourquoi je dis pas parce qu'il était leur premier choix. Mais Agbeome a été le choix
de Monseigneur Podro qui avait pris sur lui de conduire Donc c'est lui qui a créé la le dynamique. dernier tournant. Voilà. Donc, ceux qui sont allés supporter ce choix de Monseigneur Podro, je pense que ce sont des gens responsables et conséquents. Pourquoi je dis responsables et conséquents? C'est parce que ils ont donné leur parole de supporter celui qui sera retenu. Et même si après, ce n'est pas celui qu'ils voulaient, ils ont quand même respecté leur parole. Et c'est ça un peu l'éthique. Et c'est ce qui fait défaut. Parce que vous verrez, à un moment donné, je peux comprendre le CAR qui avait déjà déserté la C14 en suspendant sa participation. L'ANC qui, voyant venir la candidature unique qui pouvait lui échapper, qui a aussi profité d'une visite au chef d'État pour prendre une tangente. Mais tous ceux qui étaient restés, ils étaient restés dans l'optique d'une candidature unique. Mais c'est parce que on est passé à l'étape du nombrilisme. C'est-à-dire, ils se disent, mais pourquoi moi je vais aller soutenir Agbeome? C'est comme ça que les gens se sont retrouvés à faire des candidatures parallèles. Alors qu'en réalité, quand vous prenez le scrutin passé, c'était une opportunité. Pourquoi je dis une opportunité? La Cour constitutionnelle donne une liste de candidats. Et pour une fois, tous ceux qu'on pouvait accuser facilement de dire que ce sont des satellites du régime, aucun d'entre eux n'était candidat. Ce qui voudrait dire que à partir du moment où cette liste a été communiquée, on pouvait assister à une défection de 5 candidats de l'opposition au profit d'un seul face à fort, pour créer un rapport de force et pour mobiliser l'électorat pour aller à un scrutin. Qu'on veuille ou pas, l'électorat togolais qui est à la demande de l'alternance n'a pas envie d'aller à la recherche d'une alternance par voie dispersée. Il veut une dynamique, il veut une coalition. Et parce que ça flotte, les gens ne vont pas sortir pour voter. Mais dès lors que c'était une élection à 2 tours... Non, arrêtons ces slogans. Arrêtons ces slogans, je vous en prie. Une élection à 2 tours. Mais vous n'avez pas vu en Mauritanie, quand l'élection passée s'est déroulée, et que quelqu'un a pris ça au premier tour à 50 quelques %. Et au Togo quand même, où il y a une longue tradition de fraude, quand même. Donc, il ne faut pas que les gens se leurrent. Maintenant, si vous me dites que c'était une élection à 2 tours, et que les gens voulaient finalement faire alliance au second tour, on est au moins sûr que à la fin de ce scrutin, l'ANC a sorti un communiqué pour dire que Agbeome était devant. Oui, mais très rapidement, l'ANC est revenu à de meilleurs sentiments. Non. En renvoyant tout le monde dos à dos. Hein? Oui, non. C'est-à-dire, je ne vais pas tirer sur l'ANC, c'est de la politique qu'ils font, et peut-être qu'il faut être à un niveau pour le tolérer. Mais je comprends que l'opinion pourra interpréter autrement. Mais c'est-à-dire, si on était vraiment dans une dynamique de faire union face au régime, je pense que c'est au lendemain de ce premier tour où les autres constatent que celui-ci était en avance. Ce qui veut dire que même si Agbeome Kodjo n'avait pas les 51% pour gagner au premier tour, au moins ses compères de l'opposition reconnaissaient qu'il était en avance sur eux et sur le parti au pouvoir. Mais il fallait le soutenir, justement, enclencher cette dynamique de deuxième tour dans une dynamique de fête pour soutenir Agbeome face à un pouvoir qui jouait maintenant sur les approches légalistes. Oui, ce que vous dites, parce qu'on est dans un parti d'opposition, même si vous croyez que Agbeome Kodjo n'a pas les chiffres, les scores qu'il revendique, il faut le soutenir. Vous pensez que c'est ça la politique? C'est une question de logique. C'est-à-dire, au Togo, sincèrement, lequel de ces partis d'opposition peut me dire qu'il a été une fois en mesure d'obtenir tous les chiffres, bien que nous tous on savait ce qui se passait en termes de bourrage, en termes de déguerpissement des représentants de l'opposition dans les bureaux de vote et autres. C'est-à-dire, il faut être conséquent envers soi-même. Quand les gens marchaient en 2010 et autres à la plage, est-ce qu'ils avaient les moyens de prouver cette victoire? Non. Le problème, c'est qu'on s'est retrouvé dans une situation où les gens disent « Oui, nous acceptons avoir perdu, mais comme Agbeome dit qu'il fera mieux que nous, on est là, on attend, il n'a qu'à faire, on va partir. » C'est tout. C'est tout. Et
c'est ça peut-être le problème de l'opposition togolaise à un moment donné. Donc, pour vous, la cause de cette opposition des années 90 est entendue avec la plupart des leaders qui ont vieilli. Certains même ont tiré leur révérence, comme Yaovi Agboibo, dont on a parlé. Il y a aussi Edem Kodjo. D'autres n'ont plus suffisamment de l'âge. Zarifou Aïva et même Gilchrist Olympio. Mais est-ce que cette classe politique a conscience de cette fin de cycle? Peut-être qu'elle n'en est pas suffisamment convaincue. Et c'est pourquoi de temps en temps, il faut que des voix comme les nôtres, qui cherchent à ne pas être partisanes, puissent le leur rappeler. Et maintenant, quand vous vous focalisez seulement à chercher à avoir le fauteuil et que vous ne construisez pas vos partis, vous réalisez en fin de compte que vous devez céder la main, mais vous n'avez pas préparé, comme quelqu'un de l'autre côté qui dit que celui qui l'a préparé a été rappelé par Dieu. Donc, vous vous accrochez. Oui, mais est-ce que la fin de vie, la fin de cycle correspond forcément à l'âge? On a vu dans d'autres pays, comme le Sénégal, la persévérance d'un certain Abdoulaye Wade a payé. Au Ghana même, Nana Akufo-Addo a dû être candidat plusieurs fois avant d'être élu. En Guinée, Alpha Condé, finalement, a eu accédé à la magistrature suprême. C'est dire aussi que l'âge ne suffit pas pour dire qu'il y a une fin de cycle, m'a dit Diamakate. Non, ne cherchons pas à trouver des exemples pour plaire. C'est-à-dire, imaginez que vous menez un combat durant 30 ans et que ça ne va pas. Je ne vous demande pas de vous retirer de la vie politique, mais je vous demande de donner un nouveau souffle au combat politique, de laisser d'autres s'exprimer, de laisser d'autres idées faire le jeu, de laisser d'autres opinions s'exprimer. À cette époque où ceux-là rentraient dans le jeu politique, nous étions en culotte au cours primaire, pour ne pas dire à la Martinet pour beaucoup de jeunes qui parlent aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on a eu 30 ans quand même de sacrifices de ces messieurs. Je pense qu'ils ont fait beaucoup de sacrifices, même si par endroits, on peut toujours critiquer. Mais il faut aujourd'hui qu'ils puissent créer une impulsion. Il y a des gens qui également étaient dans ces partis. Imaginez quelqu'un en 90 qui avait 18 ans, simplement 18 ans. Aujourd'hui, il a 48 ans. Et il occupe quelle responsabilité? Il n'y en a pas. On lui donne quelle opportunité de s'exprimer autrement dans le parti? Il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas fonctionner comme ça. Parce qu'à un moment donné, vous allez réaliser que tous ces jeunes qui viennent dans ces partis pour les supporter sont obligés de quitter à un moment donné parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas de perspective. S'il faut attendre que le leader du début des années 90 ou bien ça garde rapproché des années 90 ait la magistrature suprême avant maintenant d'attendre un autre cycle pour que les autres arrivent, je pense qu'il y a problème. Est-ce qu'il revient à cette idée de créer, de fabriquer leur succession, la nouvelle classe, ou c'est de la responsabilité des jeunes cadres de ces partis d'émerger? Non, vous savez, ça c'est des slogans redondants. C'est comme quelqu'un qui disait qu'aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de la jeunesse, mais qui refuse de donner des bourses aux gens pour qu'ils puissent étudier dans de bonnes conditions. Donc, quand vous êtes cadre d'un parti politique, n'attendez pas que le jeune vienne vous dire « votre heure a sonné, dégagez ». Ça, c'est la mauvaise approche. Mais c'est à vous de dire aux jeunes, je pense qu'il est temps pour moi de me mettre en biais et de vous assister. Au passage, je salue Maître Léopold Ninevi, et professeur plutôt Léopold Ninevi, parce qu'à un moment donné, Ninevi a su faire ce repli et laisser le parti fonctionner. D'autres l'ont fait aussi, Edem Kodjo. J'y arriverai. Puis Edem Kodjo l'a fait. Dans une certaine mesure. Edem Kodjo l'a fait, mais malheureusement pour lui, ceux qui sont restés sont allés livrer son parti, mais pieds liés au parti au pouvoir. Bon, ça c'est votre opinion. Non, c'est pas mon opinion. La CPP ne se reconnaîtra pas dans ce que vous êtes en train de dire. Laissez ça. Donc, même Kodjo était choqué à un niveau donné. Donc, c'est-à-dire, il faut comprendre aujourd'hui qu'il revient
aux leaders de prendre sur eux cette initiative et de positionner cette jeunesse. De nommer le représentant, le successeur. Je ne parle pas de nommer. Il faut créer cette simulation au sein de la jeunesse dans ces partis politiques. Et quand je dis la jeunesse aussi, je ne parle pas seulement de la jeunesse en termes d'âge. Mais il y a beaucoup qui sont dans ces partis politiques qui peuvent apporter un nouveau souffle ou autre. Il faut leur donner l'opportunité de passer devant. Deuxième chose, je vous disais qu'en Afrique, malheureusement, dans toutes nos oppositions, vous retrouvez majoritairement des chômeurs. Et un chômeur, on pense qu'il n'a pas d'idée, on pense qu'il n'a pas de responsabilité, on pense qu'il n'a pas d'expérience. Il est juste utile pour haranguer la foule, malheureusement. Alors qu'en réalité, il revenait à ces partis de se structurer, de former leurs militants et de leur donner l'opportunité de gravir progressivement les échelons. Alors que vous allez dans la plupart de nos partis, c'est les mêmes qui sont à la tête de la jeunesse depuis plus de 10 ans. Donc, il y a quand même une dissonance à un niveau donné en termes de gestion des partis politiques et de préparation de la relève. Donc, c'est un problème de gouvernance et de leadership dans les partis politiques. Dans les partis politiques. C'est prégnant, c'est très avancé. Alors, est-ce qu'il faut mettre en cause aussi la pandémie du coronavirus? Non, je pense qu'il faut... Avec les restrictions de mouvement, puisque il est interdit... Je pense qu'il faut laisser la pandémie là où elle est. Cette pandémie n'a rien à voir avec la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Mais la pandémie a limité les mouvements, non. les regroupements de personnes. Elle n'a rien à faire. Rappelez-vous de la nouvelle loi, l'ancienne loi Bodiona, devenue entre-temps loi Boupessi, celle qui a fermé l'espace public dans ce pays. Et les répressions qui se sont suivies à la suite du scrutin aussi ont découragé beaucoup de gens qui se disent, bon, on fait quoi? Donc, de ce côté, je pense que c'est l'entêtement du pouvoir en place à fermer l'espace démocratique, à faire voir tout le monde dans une même direction. Vous savez, aujourd'hui, il y a une phrase très intéressante que j'écoute un peu partout et qui me fait rire. On dit non, ce n'est plus l'heure des manifestations, c'est l'heure du développement. Mais on ne dicte pas le développement. Il y a des conditions qui mènent au développement. Et quand vous empêchez ces conditions de s'asseoir, de s'éclore, vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous appelez par empêcher le développement? Alors, je vous donne un exemple très simple. Je pense qu'aujourd'hui, la dynamique était censée organiser un meeting. D'accord? Ce meeting, il y a clairement un refus des autorités d'autoriser ce meeting. Mais est-ce que vous ne comprenez pas tout au moins l'interdiction de ce meeting, parce qu'il est dit que les rassemblements de plus de 15 personnes sont interdits, alors qu'à un meeting, est-ce qu'il faut autoriser la dynamique à faire son meeting alors que la crise du coronavirus... Certains pays ont choisi, en termes de stratégie face au Covid, le confinement. Est-ce que le Togo l'a choisi? Je sais que c'est vous qui posez la question, mais je voudrais bien quand même qu'on soit d'accord sur le fait que le Togo n'a pas pris l'option du confinement total. Ce qui veut dire que dans la gestion de cette crise, nous ne prohibons pas en réalité les contacts, mais nous encourageons les mesures barrières. Nous y arriverons. Nous encourageons les mesures barrières. Alors, quand on parle de meeting, ça veut dire, ok, vous voulez faire un meeting. Quel est l'espace que vous avez retenu pour votre meeting? Ok, on a retenu tel endroit. Ok, nous sommes d'accord, vous pouvez faire votre meeting à tel endroit, c'est un meeting d'information. Et voici, selon notre expertise, le nombre de personnes qui peut être présentes à ce meeting, à cet endroit, en respectant les mesures barrières en portant le masque et autres. Est-ce que vous êtes en mesure de mettre des dispositifs pour ça? Oui. Allez-y. C'est-à-dire, la vie, elle est simple. Hein? Elle est assez simple. Il ne faut pas se la compliquer après, crier que les gens font de la récupération. Il est clair que le régime aujourd'hui ne veut pas laisser quelques mouvements débuter pour en perdre le contrôle après. Oui, mais il y a quand même une menace sécuritaire, je dis sécurité sanitaire. Est-ce que vous n'êtes pas conscient de ce fait, Madji Diabakate? Est-ce qu'un meeting dans ce contexte, est-ce qu'il est utile par rapport aux enjeux sanitaires? S'il vous plaît, j'ai posé une question de base.
est-ce que le Togo a opté pour le confinement? Non, là, il ne s'agit pas de confinement, Non. il s'agit de rassemblement. Oui, c'est ce que je veux dire justement. Si le pays n'a pas opté dans le cadre de la réponse à la crise sanitaire pour le confinement, si le pays n'a pas opté pour la fermeture des marchés, ok? Si le pays dit on peut vivre en s'adaptant à la menace, alors à quoi ça sert de jouer à ces choses? Parce que quand vous me dites que les regroupements de plus de 15 personnes sont interdits, dans les marchés, il y a combien de personnes? Dans les bars aujourd'hui qui sont ouverts, il y a combien de personnes? Dans les restaurants, il y a combien de personnes? Mais non, c'est une question de cohérence. Il n'y a pas que les meetings qui sont interdits. Les lieux de culte, par exemple, n'ont pas été ouverts jusqu'alors. Est-ce que vous voulez dire que les espaces... Justement, c'est un débat que je ne veux pas ouvrir pour qu'après, on me traite d'intégriste ou autre. Mais pour moi, ces lieux de culte doivent être ouverts. Pourquoi? Si les gens pensent que c'est parce que les lieux de culte ne payent pas d'impôts et de taxes, c'est pourquoi on peut les fermer, ce n'est pas là la solution. Parce que aujourd'hui, que vous prenez un bar, que vous prenez un restaurant, quand je m'assois pour manger, je fais comment? J'enlève mon masque. Quand nous parlons, quelle est la capacité ou bien la distance sur laquelle je peux projeter ma salive? Ou bien même dans un lieu public, un bar ou autre. Mais vous ne pensez pas que les distances et le nombre de personnes dans ces bars... Vous savez, comme je disais aux gens qu'ils ont mal expliqué le couvre-feu parce que Corona ne venait pas à 20h, ils ne prenaient pas rendez-vous pour arriver à 20h, je pense qu'il y a toujours un problème de pédagogie qui est ici. Et il y a aussi une opportunité que le pouvoir a saisie pour pouvoir gérer une crise post-électorale et enfermer tout le monde dans l'enjeu du moment. C'est ce qu'on appelle la baraka. Et ils ont eu cette baraka, ils en font usage à bon escient quand même. Mais de façon objective, posons-nous les vraies questions. Si je prends aujourd'hui un lieu de culte, on me dit qu'il faut une distance de 1 mètre chacun. Ce que je vais demander aux représentants des lieux de culte, voici les normes. Redimensionnez votre lieu de culte et faites en sorte que le nombre de personnes qui peut y avoir accès en tenant compte des mesures barrières soit seulement ceux qui y sont là. Oui, mais cela a été expérimenté. Vous avez vu, on a rouvert certains lieux de culte et cela a donné lieu à la recrudescence de la maladie dans certaines localités du pays. Non. Oui. Non. Je pense qu'il ne faut pas qu'on suive des dynamiques qui n'ont pas le lieu d'être. C'est-à-dire, quand vous me dites qu'on a réouvert un lieu de culte, si j'ai dans mon quartier, moi dans mon quartier à Agoué ici, j'ai 5 mosquées autour. OK? Alors, imaginez que vous dites que vous ouvrez seulement une mosquée. Vous croyez que les gens des 4 autres mosquées vont rester à la maison? Vous croyez? Ils ne vont pas rester à la maison. Mais maintenant, si vous dites aux gens, nous ouvrons toutes les mosquées, mais voici le nombre de personnes qu'il doit y avoir par mosquée. Voici la distanciation. Mettez en place une petite équipe restreinte pour organiser les fidèles. Ça va aller. Que ce soit la mosquée, que ce soit l'église, ça va aller. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que, comment on l'appelle, le Saint-Esprit a fait incursion au Togo. Et s'il y a quelque chose dans lequel le Togolais se retrouve pour penser, pour calmer ou penser ses plaies, c'est bien évidemment la religion. Oui, mais la religion n'est pas que l'apanage des Togolais. Bon, il y a longtemps, dans tous les cas, Mars l'a considéré comme l'opium du peuple. Oui, donc, mais ça veut dire ici qu'ailleurs, les Togolais en sont une véritable illustration, parce qu'aujourd'hui on le voit d'ailleurs avec l'émission du Saint-Esprit. Mais ce que je voudrais vous demander, si vous pensez que les espaces classiques d'expression physique sont limités, pourquoi les politiques ne font pas preuve d'ingénuité et de résilience en peut-être en explorant la communication digitale? Il n'y a pas que les meetings aujourd'hui qui servent à parler aux gens aujourd'hui. Pourquoi Non. Je pense que arrêtons de nous servir des clichés. Ce n'est pas une question de cliché. Non, c'est une question de cliché. Oui, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, une question de cliché. Communication peut toucher 10 000, 15 000 personnes. C'est une question de cliché. Moi, je vois des directs... Permettez-moi d'y revenir, c'est une question de cliché. Ouais. Vous savez, depuis que moi je suis rentré à Lomé il y a 10 jours de cela,
je n'arrive pas à jouir d'une connexion de qualité. Ce qui fait que même ceux qui me connaissent et qui me suivent actuellement, ils savent que je ne suis plus tellement réactif sur certaines plateformes autres. Parce que même ta connexion, c'est un problème. Vous prenez le Grand Lomé aujourd'hui, on nous parle de Grand Lomé. On nous parle de fournisseurs d'Internet et autres, qui sont incapables en un an de pouvoir couvrir la région maritime. Je ne parle même pas... Bon, je n'ai pas l'expertise dans ce domaine. Ce que je veux dire justement, vous ne pouvez pas encourager des gens à aller sur le numérique quand vous n'avez pas mis les fondations. Pour le numérique. Mais aujourd'hui, moi, je vois des jeunes Togolais qui sont sur Facebook, qui font des directs et qui rassemblent 5 000, 10 000, 15 personnes. Ils font des directs dans quelles conditions? Oui, avec la même connexion Internet. Non, ils font des directs dans quelles conditions? Le problème Internet, la cherté de la communication, ça c'est un débat, mais il y a quand même... Non, le problème, il est justement là. C'est-à-dire, la qualité fait défaut. Ça, c'est la première chose. La seconde chose... On peut être d'accord avec vous, mais dans le même contexte, on voit d'autres utiliser ces moyens de communication pour atteindre leur public, leur cible. C'est-à-dire, avant même d'arriver ici, vous et moi, on s'est écrit sur WhatsApp. Je ne dis pas que WhatsApp ne fonctionne pas, mais vous savez le temps qu'on a mis pour échanger et les délais et autres. Je pense que ce sont des réalités objectives. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est qu'on puisse effectivement permettre aux gens de bénéficier. Moi, ce que je regrette aujourd'hui, c'est que je dépense de l'argent, mais je n'ai pas la qualité à laquelle je suis censé avoir droit. Et pour faire une activité de formation, pour faire une activité de sensibilisation, tester aujourd'hui dans des groupes WhatsApp togolais, envoyer seulement quelque chose, les gens crient « Oh, non méga ». Mais ce sont des réalités. La communication est chère. Tout ça là, si aujourd'hui, même dans nos universités publiques, on demande aux gens d'aller vers les cours en ligne, si vous n'offrez pas aux gens la qualité de connexion qu'il faut et le prix qui l'accompagne, n'attendez pas que les gens fassent des miracles. Aujourd'hui, des Togolais sont en train de chercher de quoi vivre. Maintenant, vous les envoyez au numérique pour dépenser encore les maigres ressources qu'ils ont. Mais non, il faut que ça s'accompagne. Oui, Madi Diapakate, est-ce qu'il ne revient pas aux politiciens de s'adapter? Non, vous savez, je pense que la résilience ne doit pas être... Vous savez, habituellement, je prends plaisir à donner quelques coups à l'opposition togolaise, mais sur ce coup, je ne vais pas le faire. Parce que, d'abord, il faut que ces prérequis soient là. Si ces prérequis sont là et que les gens ne le font pas, on peut comprendre. Et aujourd'hui, quand vous parlez même en termes de réunions numériques et autres, quand vous prenez une réunion Zoom, laissez ces directs de Facebook qui... La plupart du temps, quand vous le suivez même, ce sont pour des sujets sans tête ni queue. Quand vous prenez une réunion Zoom pour des sujets sans tête ni queue, pourquoi ne pas et la plupart de ceux qui font ces directs, la plupart de ceux qui font ces directs sur Facebook, soit ils sont des Togolais de la diaspora, ils sont pour la majorité d'ailleurs des Togolais de la diaspora, ou c'est des gens qui sont au centre-ville et qui, du fait du positionnement du centre-ville, ont une meilleure qualité de connexion. Mais quand vous habitez les banlieues, comme nous, les enfants de pauvres, vous constatez que vous n'avez rien comme bande passante dans vos banlieues. La 4G, elle reste à l'étape de Inch'Allah, si Dieu le veut. La 3G, elle chancelle et parfois c'est un E que vous avez. Si vous n'avez pas ces qualités, c'est-à-dire, n'envoyons pas des gens dans un nouveau fourre-tout, juste pour dire que c'est la mode du moment. Il y a des prérequis. Madi, je vois certains hommes politiques, surtout une nouvelle classe émergée, utiliser cet outil. Moi, je ne veux pas donner de nom, mais moi, je vois quelques leaders politiques. Non, moi, je donnerai des noms. Je vois Aubenton, qui le plus souvent envoie des messages à travers les groupes WhatsApp. Je vois Jerry Tama, qui le plus souvent lance des débats sur sa page Facebook. Mais je vous dis que quand vous voulez faire du sérieux et du professionnel, il faut des prérequis. C'est un peu comme vous me dites aujourd'hui que vous voulez créer des industries de transformation au Togo. Je vais vous demander, mais l'énergie, le problème de l'énergie, vous l'avez déjà réglé? En fait, il y a des corollaires, il y a des principes de base qu'il faut avoir. Donc pour moi, sur ce sujet, il faut aujourd'hui que l'espace public, la liberté de manifestation, tel que les rapporteurs des Nations Unies se sont adressés au gouvernement togolais, il faut effectivement que cela soit revu. Aujourd'hui, je tolère mal que des députés à l'Assemblée nationale me disent qu'ils n'étaient pas pour cette loi, mais ils l'ont voté quand même. Je ne sais pas ce qu'ils vont venir dire maintenant pour me convaincre. Je comprends qu'on ait un ministère des droits de l'homme, mais à la fin de la journée, le ministère des droits de l'homme oublie son mandat, qui est celui de la promotion et de la protection des droits de l'homme, pour plutôt faire
le jeu du politique. Donc, il y a beaucoup de faussons qui sont là. Et si on ne se dit pas la vérité pour les clarifier, je pense que parfois on deviendra trop exigeant envers certains. Alors, est-ce que cette accalmie politique aussi n'est pas du fait des défaites électorales subies par la classe politique de l'opposition sur les 3 scrutins successifs de ces derniers mois, de ces dernières années? D'abord les législatives de fin 99, suivies des élections locales et puis de la présidentielle. Oui, je dirais que une chose est certaine, j'ai dit tout à l'heure que les Togolais veulent voir leur opposition dans une dynamique unitaire. Et c'est clair que quand ils ne l'ont pas fait, les messages sont passés. Et même à la veille de la présidentielle de 2020, comme d'habitude, l'ANC était en pôle position. Mais l'incursion de Monseigneur Podjuro et, entre-temps, l'erreur stratégique qui a été celle de vouloir médire ou bien lyncher le prélat a été fatale pour l'ANC. Donc, on est dans une mutation. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, toutes les méthodes, voies et recours sont épuisées. La génération de trentenaires politiques est arrivée, je ne dirais pas qu'ils sont arrivés à la ménopause de leur combat, mais ils ne portent plus. Il faut redéfinir, il faut recréer un nouveau projet. Aujourd'hui, par exemple, on nous parle de décentralisation. Nous avons vu les conditions dans lesquelles l'opposition est allée à ces élections décentralisées. Et bien évidemment, la conclusion, c'est qu'en fin de compte, le parti au pouvoir a tout raflé. Si vous n'arrivez pas à construire une nouvelle génération pour lui permettre d'apprendre à gravir les échelons aussi, on va se retrouver un matin avec des partis orphelins parce qu'on n'aura pas construit ou structuré le parti et le premier leader du parti aussi aura été rappelé en temps par Dieu. Et en fin de compte, on va se retrouver dans un parti unique de fait. Et aujourd'hui, c'est ce qui se joue. Vous ne pouvez pas, et ça, je mets au défi quelques fonctionnaires togolais qui soient un cadre de l'administration, de venir m'inviter sur ce plateau avec vous pour me dire que lui, il est cadre de l'administration togolaise et il a la liberté d'exprimer des opinions politiques contraires à ceux du parti au pouvoir. Je mets au défi un opérateur économique togolais qui peut faire ça. Et pour la petite histoire, nous avons vu dans les décentralisations où on a été surpris de voir même des mairies échapper à l'opposition. Mais allez au fond voir qu'est-ce qui s'est passé. Allez au fond comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que l'émergence de nouvelles figures au sein de l'opposition peut permettre d'occuper ce terrain de plus en plus laissé vacant par la classe politique des années 90, comme vous avez eu à le désigner? On doit aller à un nouveau pacte républicain de l'opposition. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut aller à une opposition qui marche ensemble, à une opposition qui coordonne. Si on n'y va pas, on peut même amener de nouveaux visages, ça ne va rien changer. Les nouveaux visages sont des préalables. Mais ces nouveaux visages aussi, quand ils viennent, ce n'est pas pour entretenir ce qui se faisait comme approche. Non, c'est pour innover, c'est pour coordonner. C'est pour rassembler et créer un nouveau projet à proposer à l'opinion publique togolaise. Et si on ne le fait pas, il ne faut pas être surpris de voir le statu quo se perpétuer. Et moi, aujourd'hui, ce que je dis à beaucoup des gens, c'est que le pouvoir, le parti UNIR, n'a plus d'opposition. Mais sa réelle opposition se trouve au sein du parti lui-même. Parce que, à force de maintenir tout le monde sous la pression des ressources et des moyens, la plupart des gens sont résignés maintenant et rejoignent la barque. Sauf que quand vous avez un gâteau, le Togo n'a pas grandi, hein. Le Togo est resté le même. Quand vous avez un gâteau et que vous partagez à 10, bien évidemment, quand vous passez à 30 ou à 40, les parts commencent par diminuer. Si vous les partagez de façon équitable. Si vous ne les partagez pas de façon équitable, vous recréez un conflit interne où maintenant les gens se disent, ceux-là, ils prennent plus que nous. Et enfin, vous tendez maintenant vers une probable implosion en interne à un moment donné, parce que toutes ces personnes se sont retrouvées là-bas juste pour des intérêts et non par militantisme ou autre. Donc, aujourd'hui, il est clair que
il faut un nouveau projet d'opposition. Oui, mais l'opposition n'est pas une structure, c'est juste un concept. Alors, ce pacte dont vous parlez, comment peut-il être suscité, par qui, dans quelles conditions? Nous tirons vers la fin de cette émission. Non, ça peut constituer... Oui, ce pacte dont je parle, au Togo, on a une opposition trentenaire. C'est-à-dire, qu'elle soit formelle ou informelle, on a une opposition trentenaire qui est marquée et reconnue par certains acteurs qui sont clairement identifiés. Il faut que ces partis trentenaires puissent s'asseoir ensemble et chercher à proposer un package commun, une vision commune, mutualiser leurs ressources face à ce système. Et je pense que s'ils le font, et ils mettent les moyens, ils cherchent les ressources, ils en trouveront et ils vont aller de l'avant. Donc le dialogue que certains leaders de l'opposition cherchent à engager avec le pouvoir, vous souhaitez qu'au sein de l'opposition, qu'il y ait ces échanges... Pourquoi engager un dialogue avec un pouvoir? Moi, s'il y a une chose d'ailleurs que je salue aujourd'hui, c'est que pour une fois, on a eu un gouvernement où on dit à 100% tout le monde est présumé être membre du parti UNIR. Ça veut dire que UNIR assume sa victoire et ses responsabilités. Voilà. Maintenant, le dialogue, il le faut sur quoi? Il faut rouvrir l'espace démocratique, ça c'est important. Deuxièmement, quand on parle d'organisation du scrutin, je ne veux pas rentrer dans ces discours... Oui, on n'a même plus beaucoup de temps, mais ce sur quoi je voudrais que vous terminiez, c'est ce que vous pensez que les leaders de l'opposition aujourd'hui sont capables de ce sursaut pour se retrouver, ouvrir des discussions et même avec la société civile pour créer une nouvelle dynamique capable d'affronter le parti au pouvoir. Aujourd'hui, tout se joue sur le social. Ce n'est plus la politique politicienne. Donc, déjà, si les leaders de l'opposition arrivent à coordonner, ils peuvent miser sur le social pour aller de l'avant. Je pense que en matière de social, il y a tellement d'opportunités. Même si le chef de l'État entend à dénoncer une minorité qu'il est incapable lui-même de mettre hors d'état de nuire. Si nous avons vu le A+, a présenter des excuses à des gens. La commission contre la corruption. Présenter des excuses à des gens parce qu'ils ont été indexés dans un sondage d'opinion. Ça veut dire qu'on a trop de... Mais cette commission a quand même intenté quelques procès dont on attend l'issue. Non. Pour terminer, Madi, est-ce que vous avez envie de sauter le pas? Est-ce que vous ferez de la politique? Bon, je pense que, et je l'ai dit au début de la deuxième partie, un sage m'a dit, je suis mieux en dehors de ce bourbier. Et je pense que pour le moment, le plus important pour moi, c'est de continuer par jouer ce rôle d'éclaireur, ce rôle d'opinion qui permettent aux gens de revenir vers les véritables fondements pour la construction d'un pays. Donc pour le moment, ça veut dire que à moyen ou à long terme, non, je ne suis pas dans les pieds à l'étrier de landerneau politique togolais. Je veux juste dire une chose. Ce n'est pas que je n'en suis pas capable ou bien que je ne veux pas prendre mes responsabilités. Vous voulez demeurer expert, hein? Je veux être dans cette neutralité qui me permet de contribuer plus efficacement à ce qui se fait. Merci Madi Mohamed Diabakate, politologue, expert électoral. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous sur merci ce plateau. beaucoup. Et nous arrivons donc à la fin de notre forum. Fidèles téléspectateurs, merci de votre aimable attention. Dans un instant, vous avez une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.